Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Xavier Teichmann pour Respect. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous faire rencontrer Alain Boribon. Bonjour Alain. Bonjour Xavier. Alors, avant de te demander de te présenter, je vais expliquer un peu plus en avant pourquoi tu es dans le podcast. Tu es dans le podcast pour plusieurs initiatives. D'ailleurs, je ne sais même plus où donner de la tête ou du micro, parce qu'il y a Citizen Fund, il y a le Solifin, il y a Recyclo, enfin il y a plein de choses différentes, donc voilà, beaucoup d'énergie mise dans beaucoup de projets. Tu vas nous expliquer tout ça par après. Et oui, je voudrais aussi remercier Sévan Olmans qui nous a mis en contact, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je te rencontre. Et d'ailleurs, la discussion qu'on a déjà eue avant l'enregistrement, d'ailleurs je regrette qu'on n'ait pas enregistré, était déjà super intéressante. Donc voilà, avant que tu nous parles de tout ça, je vais te demander tout simplement de te présenter, Alain. Encore une fois, merci Xavier. J'ai toujours beaucoup de mal à me présenter, mais si j'ai... Enfin, je vais oser, j'ai envie d'être un peu iconoclaste et je me présenterai plutôt comme un idiot qui rêve. Et pourquoi un idiot qui rêve ? Pour la bonne et simple raison qu'on est toujours l'idiot d'un autre, et surtout que quand on lance des choses qui sont potentiellement très différentes, très disruptives, on est souvent perçu au départ comme un original, comme un idiot, comme un doux rêveur. Et à la différence de l'idiot, j'ai envie de persévérer dans quelque part dans mes convictions et d'aller jusqu'au bout de ces rêves, de ces rêves que j'ai. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, j'ai 56 ans, je suis père de 3 super filles, et ma femme est prof de yoga. Voilà. Ok, donc un idiot qui rêve détendu, donc. Oui, plutôt détaché. Pas tellement détendu, mais détaché. Détaché, parfait. Mais c'est marrant la manière dont tu te présentes, parce que ça me fait penser à une citation, je ne sais absolument plus de qui c'était. Je ne sais pas si c'est un idiot ou un imbécile qui marche, ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Absolument. Donc, je pense qu'on a besoin, dès lors qu'on se met en mouvement, c'est d'office positif. Mais voilà, j'ai dit qu'il y avait Citizen Fund. Solifin, tu peux peut-être en parler, mais on en a déjà beaucoup parlé avec Sévan. Il y a Recyclo aussi. Tu vas nous parler de quoi ? Moi, j'aimerais bien vous parler à la fois de Citizen Fund et puis après, peut-être pour ramener la discussion à quelque chose d'hyper concret, Recyclo, je pense que c'est un chouette grand écart à faire. Donc, parfait. Mais je crois qu'avant Citizen Fund, tu faisais déjà autre chose. Oui, j'ai fait pas mal de choses. Ouais. J'ai fait pas mal de choses puisque j'ai développé pendant pas mal d'années les glaciers Capou et c'était la grande fierté de mes enfants. Tu m'étonnes. Des glaces. Absolument, oui. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai créé une entreprise qui aidait les autres entreprises à obtenir des aides diverses et variées, mais finalement aussi à résoudre une grosse partie de leurs problèmes humains ou même économiques. Et puis, au travers de toutes ces rencontres, j'ai été en contact avec de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, enfin de gens qui avaient envie de changer le monde, etc. Et ça a quand même formaté durablement ma pensée. Ok, parfait. Donc, on va commencer par Citizen Fund. On va partir du postulat que les auditeurs connaissent pas du tout Citizen Fund. Comment, pour moi, c'est plutôt investir ensemble pour un monde meilleur. Hein, c'est ce qui est plus vert, plus juste. C'est ce qui est sur votre site. Mais explique peut-être davantage ce que c'est exactement et puis d'où c'est parti. Alors, Citizen Fund, c'est une véritable utopie, mais qui prend corps. C'est un fonds d'investissement qui est tellement disruptif
que j'ai eu peur quand on l'a imaginé que finalement ça ne fasse qu'un pchit. Mais il s'avère que c'est en train de perdurer et de prendre de plus en plus d'ampleur, mais on est encore tout petit. Alors l'idée derrière ce fonds d'investissement, c'est qu'il soit coopératif et qu'il permet donc aux coopérateurs qui mettent de l'argent dedans de choisir eux-mêmes les projets dans lesquels nous allons investir. Évidemment que ce fonds d'investissement a pour but d'investir que dans des entreprises qui adressent d'une manière ou d'une autre le bien commun. Donc, c'est des entreprises qui règlent un problème social et ou environnemental ou de gouvernance, par exemple. Donc ça, c'est le prérequis pour pouvoir venir se présenter au Citizen Fund. Mais là où c'est génial, c'est que quel que soit le montant que vous investissez dans ce fonds d'investissement, eh bien, vous avez une voix pour participer au vote des projets. Non seulement, ça veut dire que tout le monde est mis finalement sur un pied d'égalité, et donc les gens qui mettent de l'argent dans le Citizen Fund sont tous des super-héros, puisqu'ils se soumettent quelque part à l'intelligence collective, ils se soumettent au bien commun, à la décision commune qui est prise à la majorité des personnes qui votent pour le projet. Ce qui est assez intéressant, c'est que on permet aussi, c'est pas simplement le fait de voter, c'est que on peut aussi aller challenger les porteurs de projets. D'une manière générale, la plupart des projets ont été vus en chair et en os. Bon, évidemment, on a été un peu stoppé par la pandémie, mais on peut vraiment aller interpeller les porteurs, les porteuses de projets, aller les challenger avec son propre prisme, puisque dans nos coopérateurs, on a des politiciens, on a des responsables de plateformes IT, on a des maraîchers, on a des chômeurs, on a des étudiants, on a des personnes qui sont en retraite. Il y a de tout, véritablement. Et donc, chacun peut poser ses questions aux porteurs de projets, mais évidemment avec son propre prisme. Et c'est très, très intéressant de voir la manière dont les porteurs de projets doivent, quelque part, convaincre les investisseurs, mais à propos de diverses réflexions qui pourraient être émises par ces différents coopérateurs. Et donc, on va évidemment évaluer l'impact social, environnemental, la manière dont, enfin, ce qu'il y a dans les tripes finalement des porteurs de projets. Et ce qui est assez phénoménal, c'est que les investisseurs du Citizen Fund, jusqu'à présent, n'ont pas investi que dans des entreprises qui sont susceptibles de multiplier leur valeur par 2, par 3 ou par 4, etc. D'ailleurs, dans notre coopérative, le montant que vous allez mettre est le montant maximum que vous retirerez le jour où vous décidez de partir de la coopérative, avec cette seule différence que vous pourrez probablement, peut-être, bénéficier de dividendes qui sont eux-mêmes limités à 6% chaque année. Donc, ils ne sont pas garantis, mais ça peut aller jusqu'à 6%. Et donc, ce qu'on a voulu prévenir là-dedans, c'est évidemment tous les effets négatifs de la finance actuelle, mais ça, on pourrait y revenir si vous voulez. Et donc, on a pour le moment investi dans, par exemple, les derniers projets dans lesquels les coopérateurs ont investi, c'est un projet de transport d'élèves en charrette à cheval à Bruxelles. Et alors ça peut paraître un peu bizarre. Oui, je t'avoue que ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, alors, mais ça c'est un projet qui est vraiment très très symbolique, puisque il est un peu à l'image aussi du Citizen Fund, en ce sens que ramener un moyen de locomotion moyenâgeux dans les villes, donc on ramène du vivant dans la ville, on ramène de la lenteur, on ramène des sourires, parce que c'est tellement différent que d'aller à l'école en voiture quand on a 8 ou 10 ans, plutôt que d'y aller en charrette à cheval. Je peux vous assurer que pour l'élève, pour l'enfant, on rentre dans une nouvelle dimension. C'est autre chose, quoi. Et donc, j'aurais eu envie à un moment donné aussi de créer un fonds de la résilience, etc. Mais cette charrette à cheval, et il va y en avoir plusieurs, et c'est porté par l'ex-directeur d'Acteris. Donc, c'est pas une équipe aussi de personnes seulement idéalistes. Non, c'est des gens qui savent faire, qui ont la tête sur les épaules, etc. Et ça, c'est pour nous une donnée très, très importante. Il faut que les personnes qui portent les projets soient non seulement animées par des valeurs supérieures que juste l'appât du gain, mais qu'ils soient cohérents, puisque tous les projets, il faut qu'ils soient au minimum autoportants. Voilà.
C'est ça, ok. Et donc, on vient avec son projet, on est évalué en amont d'abord. D'abord, on est évalué d'abord, et puis après présenté. Il y a tout un processus. Donc, moi, personnellement, je rencontre tous les projets et je suis rarement seul quand on les rencontre. Et donc, on regarde un peu ce qui anime le porteur ou la porteuse du projet. Et puis, on regarde si ça tient quand même la route à certains égards. Et puis, il y a un comité de sélection. Et ce comité de sélection est représenté par 2 coopérateurs qui ont été élus par l'Assemblée des coopérateurs, par un des cofondateurs, en général c'est moi, et puis par 2 experts du métier. Donc par exemple, moi j'y connais rien en télécommunication, quand il y a eu un jour un projet en télécommunication qui a été présenté, on trouvait que waouh, c'était super disruptif, etc. Mais l'expert en télécom, je ne sais plus de quelle société il venait, mais nous a dit écoutez, c'est juste pas faisable, et donc finalement le projet a été recalé. J'étais pas super content, mais en même temps, ça garantit que finalement, on ne prend pas des décisions un peu à l'emporte-pièce. Oui, c'est ça. Il faut quand même... Allez, c'est quand même un fonds d'investissement, donc il faut quand même une certaine santé financière aussi et pas investir dans des choses qui ne pourraient pas aboutir, quoi. Oui, voilà, c'est ça qui est vraiment très très important, c'est que il y a une espèce d'équilibre à avoir entre l'impact social ou environnemental qu'on peut avoir, évidemment le côté économique, la durabilité simplement économique du projet, et il faut qu'il soit au moins autoportant, sinon ça va être juste pas possible pour développer le fonds, quoi. Et donc, tu me donnais l'exemple de ce dernier investissement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme belle histoire avec Citizen Fund? Il y a même des gens que vous avez déjà invités sur ce podcast, puisqu'il y a Happier Market avec Aurélien. Je vais juste t'interrompre 2 secondes, parce que je pensais que quand tu disais vous aux auditeurs, et tutoie, on se tutoie, hein, tu peux me tutoyer, moi je te tutoie, je me sens pas bien du coup. Vas-y. Hein. Je suis désolé. Mais on a plein de projets qui sont finalement, pour la plupart, très emblématiques. Hein. On a invité ici chez nous Urbike, on a investi dans Urbike, on a investi dans le premier cinéma coopératif de Bruxelles qui est le Kinographe, Cinécité. On a aussi mis un tout petit ticket dans Newbie parce qu'on se disait que c'était quand même important qu'il y ait une nouvelle banque éthique qui puisse sortir de terre et se développer. On a investi dans Coucou qui met à disposition, qui loue des robes de soirée plutôt que de chaque fois acheter une robe de soirée. Il y a des projets qui mettent en lien des bénévoles et des ASBL, enfin des entreprises, des bénévoles et des ASBL. Il y a un projet qui aide à la participation citoyenne. En fait, on va dans tous les secteurs possibles et imaginables pour la bonne et simple raison que la révolution dont on a besoin maintenant, elle doit être transversale à tous les secteurs de l'économie et même ceux qui ne sont pas dans l'économie. Ok, oui. Parfait. Oui, et quand tu me disais qu'il y avait des gens qui étaient déjà venus sur le podcast, oui, il y a Aurélien Marino de Happy Horse Market, ça c'est aussi un projet formidable, hein, vraiment. Et il y a aussi Morgan, oui, vous avez investi alors il est passé chez nous et finalement on n'a pas investi. Alors je ne me souviens plus quelles sont les raisons, mais alors ce qu'il y a, c'est qu'on voit tous les jours, je vais dire toutes les semaines, une dizaine de projets, et donc c'est juste impossible pour nous d'investir dans tous les projets. Et donc il y a beaucoup de questions en amont. On est venu nous présenter des projets de parcs éoliens, etc. Et puis alors on commence à creuser, puisque finalement, on part du principe que nous sommes ignorants. Et l'idée, c'est, quand il y a un projet qui est présenté, on commence à se poser des questions, à poser des questions à des experts, etc. Et alors, quelquefois, les projets ne sont pas aussi vertueux qu'on aurait pu le penser au départ. Malheureusement. Oui, malheureusement. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis aussi, il y a plein de gens qui ne viennent pas nous voir, puisque pour le moment, on met des montants à disposition des entreprises qui sont probablement trop petits que pour passer beaucoup de temps avec nous, puisque nous, on se targue d'être de la slow finance. Oui. Donc, on a un processus qui est relativement long, puisque entre une première entrevue avec moi et potentiellement d'autres personnes, il y a ce comité de sélection, et puis après, une fois qu'on est passé au travers de ce comité de sélection, si les 75% du comité de sélection décident que oui, c'est bon, avec évidemment des effets bloquants par rapport aux experts, par rapport à la décision des experts, logique, oui. On passe devant l'entièreté des coopérateurs. Et donc,
là encore, on est rechallengé d'une autre manière, mais de manière toujours bienveillante. Et je peux dire que chaque projet qui est passé chez nous a finalement retiré quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est assez gai. Parce que il y a quand même quelque chose que je pense fondamentalement, c'est qu'à partir du moment où on met de l'argent dans une entreprise, finalement, on devient co-responsable de l'impact et du succès que peut avoir cette entreprise. Et donc, ça me paraît super important de se dire que quand on a accordé notre confiance dans un projet, eh bien, il faut quand même mettre un certain nombre de choses en œuvre pour que le projet aboutisse et réalise les objectifs qui ont été présentés, puisque ça va avoir un impact positif. Et donc, on pourra aller, et d'ailleurs, on est en train de l'organiser là, à réaliser des tables rondes avec des coopérateurs ou d'autres porteurs de projets pour venir régler ou essayer de résoudre un problème qui serait amené à notre connaissance par un des porteurs de projet. Non, mais top, parce que c'est vrai que quand tu enfin voilà, je fréquente beaucoup aussi des personnes qui veulent créer des boîtes et on en lance aussi régulièrement. C'est vrai que d'être confronté à d'autres, de pouvoir partager ses idées, de pouvoir en parler, de pouvoir... ça n'a pas de prix, au fait. C'est très intéressant de pouvoir expliquer les choses et d'avoir un retour, d'avoir du feedback. C'est hyper important. Et on en a souvent, c'est quoi? C'est nos proches ou des amis ou quoi, mais de pouvoir aller voir les coopérateurs comme ça et de pouvoir avoir un retour, c'est quand même aussi extrêmement intéressant. Oui, et alors c'est moins de la confrontation que de l'interrogation finalement, parce que il y a encore un aspect très guerrier dans on va confronter, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. Et ce qu'on propose avec le Citizen Fund, et je trouve que ça, c'est quand même une idée merveilleuse, c'est que on n'a pas envie d'être les plus gros. Donc, au contraire de tous les fonds d'investissement qui, évidemment, sont ravis d'accueillir des millions et finalement n'ont qu'une envie, c'est d'avoir encore plus de millions à gérer, etc. Nous, ce qu'on se dit, c'est que ce serait génial si des collectifs de citoyens pouvaient s'emparer de cet outil, puisque finalement, le Citizen Fund, c'est juste un outil. Nous, on est prêt à mettre à disposition de tous les collectifs de citoyens qui se disent, bah, tiens, voilà, nous, on a envie aussi d'aider les entreprises locales. Eh bien, on va créer notre propre Citizen Fund. On va amener nous-mêmes des fonds, on va appeler nos familles et des amis ou des gens qui croient dans ce type de modèle-là. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on va faire maintenant en fin du mois à Charleroi. Il y a un collectif de citoyens qui s'est rassemblé. Ils ont dit, ben voilà, nous, on a envie d'ouvrir un Citizen Fund à Charleroi. On va aller leur expliquer comment il faut faire et lancer le projet. Et l'idée, c'est pas que chacun regarde son nombril et reste dans sa commune, dans sa ville, etc. C'est à partir du moment où il y a un projet, par exemple, qui a une dimension nationale, eh bien, si il a été accepté, par exemple, par le futur Citizen Fund Charleroi, eh bien, le Citizen Fund Charleroi peut dire, tiens, Citizen Fund Bruxelles, Anvers, tous les Citizen Fund qui seraient présents en Belgique, dit, on a un chouette projet. Est-ce que vous pouvez chez vous lancer le processus démocratique pour pouvoir éventuellement aussi cofinancer ce projet-là. Et donc, loin de l'idée de reterritorialiser la finance, enfin de la rendre local, l'idée c'est évidemment d'avoir un ancrage local, mais de pouvoir changer toute la mécanique de décision par rapport à des investissements qui seraient sociétaux. C'est super, enfin, c'est hyper puissant parce que d'un point de vue, ça a tout son sens. À partir du moment où tu es, allez, on va parler de Citizen Fund Charleroi, et qu'il y a des initiatives plus locales, ben c'est logique qu'eux puissent plus facilement y voir clair, plus facilement comprendre les enjeux qu'un Bruxellois ou un Anversois. Et comme tu dis, après, si c'est quelque chose qui a une dimension nationale même, une dimension juste pour une partie du pays. Régional, oui. Voilà, régional, le mot que je cherchais, merci. J'étais communautaire, mais non, ça c'est quand même chiant. C'est plutôt régional, effectivement. Mais évidemment, ça remonte à plusieurs Citizen Fund. Je trouve ça top. C'est vraiment une chouette vision. C'est comme un peu un réseau neuronal, quoi, au fait. On active les choses, quoi. C'est très marrant. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir tous des neurones qui se développent partout et puis de créer toutes ces connexions entre chacun. Et donc, ça permet évidemment de connaître des projets qui seraient plus ou moins loin, mais de pouvoir se dire, tiens, mais c'est tellement beau qu'on a envie de cofinancer. Et tout le processus démocratique de sélection des projets ou de décision de financement se met en branle partout. Et donc, c'est plus juste une personne ou deux personnes qui sont soi-disant des experts. On voit bien où les experts nous ont menés jusqu'à présent, mais c'est toute l'intelligence collective qui se met en branle pour se dire, OK, est-ce qu'on pense que c'est bien pour nous, pour notre avenir, pour notre cité, d'investir dans tel projet ?
c'est juste merveilleux. Et ça remet le citoyen, l'humain, le vivant, au centre des questions d'investissement. Mieux que ça, c'est low cost, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'un Citizen Fund, c'est essentiellement de la coordination. Toute l'expertise, elle existe, et les gens mettent volontiers leur expertise à disposition de tous les comités de sélection, des challenges qu'on peut faire avec les porteurs de projets. Et moi, je suis persuadé que dans la plupart des fonds d'investissement, il n'y a pas des gens qui sont des experts en toutes les matières. Ça n'est pas possible. Et donc, nous, on peut se targuer de prendre des experts de partout. Et en plus, ça permet une transparence incroyable, puisque les gens qui sont experts et qui viennent challenger les projets pour nous, ou qui participent même alors ils peuvent pas voter, mais ils peuvent participer à la présentation des projets, donc ils peuvent les challenger, etc., sont aussi des gens qui sont en dehors de notre coopérative. Et donc, ça permet une transparence dingue, puisque des experts qui finalement n'ont pas d'investissement fait dans la coopérative émettent leur avis, leur jugement de manière totalement impartiale. En fait, est-ce que ce serait pas ça la vraie démocratie, au fait, finalement? Moi, je pense que c'est une forme de démocratie. Et en tout cas, l'idée, c'est de hacker la finance, c'est de disrupter le modèle classique des fonds d'investissement. Et je pense qu'on est en bonne voie de le faire, quoi. Parce qu'au fait, quand je réfléchis, je sais pas, je sais pas que je donne mon avis, hein, mais un fonds, la plupart du temps, c'est juste on débloque des fonds, on injecte. Ici, il y a quand même ce côté feedback. Il y a aussi l'histoire des tables rondes où tu te disais qu'on peut aider, les coopérateurs, s'ils le veulent, peuvent aider, etc. Donc il y a vraiment aussi une dimension de mettre au service de ce dont on parlait avant, en fait, hein, avant d'enregistrer l'épisode, c'est finalement de mettre plein de gens au service du succès du projet, quoi. Évidemment, moi je pense qu'il faut que les gens soient concernés. En fait, ce qui se passe pour le moment, c'est que les gens sont absolument pas concernés par la finance. Ou alors il y a un tout petit nombre de personnes qui sont très fortement concernés par la finance, qui ont un appât du gain démesuré. Et puis, de l'autre côté du spectre, il y a des gens qui trouvent que la finance, c'est le diable et qu'on ne doit pas s'en occuper. Le problème, c'est que la finance, c'est comme l'air. Alors, je ne sais pas si cette métaphore vaut quelque chose, mais au final, on ne s'en soucie pas. L'air, on ne s'en soucie pas, sauf s'il vient à manquer. Alors là, ça commence à être problématique, ou si il commence à être pollué. Eh bien, moi, je pense que la finance, elle a pollué tout, elle a une incidence sur tout, dans tous nos choix. Et donc, quand j'entends qu'on n'a pas envie de s'y intéresser sous prétexte que c'est complexe, ça doit être réservé à des experts, je pense que... alors, on ne peut pas blâmer les gens de penser comme cela, mais parce que je pense que c'est lié à l'éducation, c'est lié à cette histoire qu'on ne raconte pas. Moi, j'ai envie de raconter une autre histoire de la finance. D'abord, une histoire joyeuse, une histoire qui prouve qu'on peut faire du bien avec l'argent et que tout ce qu'on entend comme horreur, ou ce qu'on n'entend pas d'ailleurs comme horreur par rapport à la finance, eh bien, on peut être acteur du changement. Juste pour que les gens comprennent bien quel est l'impact de la finance. Donc, il faut savoir qu'avant, quand la finance investissait 1 euro dans l'économie réelle, ce qui est de moins en moins le cas évidemment, hein, la finance n'investit quasi plus dans l'économie réelle, eh bien, elle en sortait 1,30 € de revenus. Maintenant, on est plutôt à 1,70 €. Enfin non, je me trompe dans les chiffres. Quand la finance investissait 1 euro, elle récupérait 30% de marge sur cet investissement-là. Maintenant, on est plutôt à 70 ou 80% de marge. Ce qui veut dire que la finance est un capteur net de valeur et empêche des initiatives de l'économie réelle de voir le jour simplement parce que ces initiatives ont trop peu de rendement. Donc, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que je suis en train de dire. Et je crois qu'il faut plus développer, parce que je ne suis pas sûr qu'on comprenne, parce que quand tu comprends ça, tu te dis, ben voilà, tant mieux, ça capte plus de valeur. Mais non, au fait, ça étouffe. Absolument. En fait, il faut dire que le choix de placer son argent dépend pour le moment essentiellement du rendement que l'investisseur va pouvoir en avoir. Si, en investissant dans des produits financiers divers, comme ça se passe maintenant la plupart du temps, eh bien, on peut multiplier par 2, par 3, par 10 son rendement, eh bien, on va choisir plutôt ce placement-là plutôt que de le placer dans un projet de l'économie réelle qui, lui, va grandir avec des taux de 5, 6, 10% par exemple.
Et donc, si c'est un projet qui bénéficie à tous en termes d'éducation ou de quoi que ce soit, eh bien, on n'investira pas dedans, tout simplement parce que le rendement est insuffisant. Donc, la finance est en train d'assécher les moyens dont auraient besoin les entreprises pour se développer, et des entreprises qui, justement, tiennent compte de l'environnement, qui tiennent compte des différentes parties prenantes. Et ça, c'est un véritable drame, et ça nous touche tous. Pire que ça, c'est que la finance maintenant a pris possession d'une bonne partie de nos retraites. La plupart, par exemple, alors je sais pas, en Europe c'est un petit peu moins, mais aux États-Unis, la plupart des retraites sont liées à des fonds de pension. Le jour où la finance va s'écrouler, eh bien les gens vont se retrouver avec juste rien du tout. Au final, l'argent c'est juste un moyen, c'est un outil, et on en a fait a commodity, un bien comme un autre, mais ça, c'est juste inimaginable en fait. Et finalement, personne ne s'insurge. Personne, on se révolte pas vraiment. On manifeste, on se plaint, etc. Mais en fin de compte, on vote. On vote tous les jours. Les gens ne se rendent pas compte que nous votons au travers de nos actes, au travers de la manière dont on place notre argent. On vote tous les jours. Donc, si vous allez placer votre argent sur l'ITA, eh bien, vous savez que vous avez beaucoup plus de chances de faire quelque chose de bien que si vous allez le laisser dans un fonds d'investissement classique, n'importe où, dans n'importe quelle banque, qui finalement vise quoi ? L'intérêt de ses actionnaires. C'est très marrant parce que on peut, je prends souvent cet exemple-là, mais on peut déléguer le fait de faire son pain à son boulanger. Ça, voilà, le risque n'est pas tellement grand qu'on se fasse empoisonner et c'est pas grave. Mais en ce qui me concerne, c'est mieux que ce soit lui qui le fasse, c'est sûr. Voilà. Mais par contre, on a complètement délégué le soin à autrui de s'occuper de notre argent. Et c'est ça, vrai, tu as tout à fait raison. C'est juste une catastrophe. Et donc, le Citizen Fund oblige quelque part à s'investir un petit peu, évidemment à s'interroger sur notre co-responsabilité par rapport au développement, au monde meilleur qui est à construire. Si on délègue aux autres le soin de faire les choses, on peut blâmer les autres. Mais c'est nous qui déléguons aux autres le soin de... Donc voilà. Et donc, j'ai envie de paraphraser Rabelais. J'ai envie de dire, mais en fait, finance sans conscience n'est que ruine de la planète. Et c'est vraiment en train de se passer, quoi. Ok, c'est ça. Donc, redonner du sens, finalement, à l'argent. Et tu disais raconter une autre histoire, mais en fait, c'est écrire une autre histoire de la finance. Finalement, avec Citizen Fund, si on arrive à avoir des Citizen Funds en réseau, mais clairement, là, ça devient quelque chose de beaucoup plus puissant, quoi. C'est super puissant et en plus c'est à la portée de tout le monde. Moi je suis pas un financier à la base, mais c'est pas grave. On a créé un fonds d'investissement citoyen. Ce que je pense la plupart des citoyens imaginent que c'est totalement impossible parce qu'il faut satisfaire à de telles réglementations et que c'est tellement complexe. Mais en fait c'est simple. C'est ridiculement simple en fait. C'est parce qu'on nous a mis en tête que la finance était un objet complexe, opaque, difficile, etc. Que nous pensons tous que c'est réservé à une élite qui eux savent exactement comment il faut faire, etc. Mais c'est pas vrai. Les citoyens peuvent véritablement reprendre leur destin en main en matière de finance. Ok. Non, c'est marrant. Ça fait beaucoup d'écho. Et je trouve ça super intéressant. Donc, le fait de se réapproprier les choses. C'est vrai qu'on a eu cette discussion avec. Au fait, il faut avec Sévan. En fait, il faut faire la paix avec l'argent. Pour soi d'abord. D'abord de comprendre que c'est un moyen, que c'est pas un but en soi. Et c'est vrai que soit on tend vers le bling bling, soit on tend à cracher dessus. Il y a un équilibre à trouver, quoi. Et après de voir, ok, comment je fais, comment je m'investis dans des projets, comment je peux avoir du retour. Non, moi je trouve ça c'est fondamental, au fait. C'est vraiment fondamental. Oui, mais finalement l'argent n'est que notre propre visage. Enfin, l'économie comme elle l'est, nos sociétés sont le reflet de ce que nous sommes. C'est simplement ça. Et donc on fonctionne entre l'envie de maximiser le profit et la peur quelque part. Et il y a un entre-deux. Et si on parvient à mobiliser cet entre-deux, c'est-à-dire quand même 90% des citoyens, je pense que voilà, il y a vraiment moyen de bouger les choses, quoi. Top, mais c'est super intéressant. J'ai envie de te relancer sur plein de trucs, mais malheureusement, on n'a pas un temps infini. Alors, il faudra faire épisode 2, épisode 3, épisode 4. Enfin, pour ce qui me concerne, ce sera avec beaucoup de plaisir. Mais comment...
Ouais, parle-moi quand même de Recyclo, tiens, parce que c'est aussi un truc de dingue, j'ai l'impression. Parce que t'as le Citizen Fund. Est-ce que c'est lié à Citizen Fund? Il y a un ticket dans Recyclo ou pas? Ou je sais pas, il y a peut-être conflit d'intérêt, je veux pas non plus te mettre mal à l'aise. Mais c'est une très très bonne question. Non, on n'a pas. Enfin, alors je peux expliquer en 2 mots ce que c'est Recyclo. Oui, oui, oui. Recyclo, c'est quelque chose qui normalement n'a pas le droit d'exister à Bruxelles. C'est une question d'enfant finalement qui s'est posée. On s'est dit tiens, mais pourquoi est-ce qu'on continue à brûler, à incinérer des déchets organiques, ou pourquoi est-ce qu'on leur fait faire 80 km pour aller en biométhanisation quelque part, alors qu'on en a besoin pour réalimenter nos champs, pour renourrir la terre tout simplement. Et puis moi je comprenais pas pourquoi. Puis on s'est dit finalement alors créons un autre système. Allons collecter des déchets organiques, par exemple, auprès des restaurateurs, et puis transformons-le en compost, et tout ça de manière en ville, quoi. Et on a même gagné un concours par rapport à ce projet-là, et puis on s'est entendu dire que c'était interdit, que la réglementation n'existait pas. Et donc on ne pouvait pas le faire. Normalement, ce qui n'existe pas est permis s'il n'y a pas de réglementation. Non, parce qu'il y a des réglementations en matière de collecte de déchets avec des sous-produits animaux. Il y a une réglementation en matière de transformation de déchets. Et moi, ce qui m'interrogeait, c'est mais pourquoi est-ce que ça existe à Lille, à Paris, à Strasbourg, à Amsterdam en Angleterre, et pourquoi pas à Bruxelles, capitale de l'Europe. Et donc je me suis dit si ça n'existe pas, alors faisons-le. Et bien on l'a fait. Donc on est en train de fédérer un paquet de restaurateurs pour participer à cette initiative. Et l'idée, c'est vraiment de créer une entreprise vertueuse, mais à 360 degrés. Donc d'une part, c'est résoudre un problème environnemental en récupérant ces déchets organiques et en les transformant en compost. Donc, plutôt que d'émettre du CO2, on va pouvoir capter du CO2 avec ce projet-là. On y va en mobilité 12, en vélo cargo, parce qu'on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on continue avec des camions poubelles traditionnels alors qu'on veut aller vers de moins en moins de moteurs thermiques dans les villes. On a envie d'y aller en silence plutôt que de faire plein de bruit. On a envie que finalement à terme on puisse onboarder des gens qui sont éloignés de l'emploi. Je rêve qu'en 2022 on achète un tandem électrique et qu'on mette une personne malvoyante derrière pour participer à la collecte des déchets. Et en plus, j'ai envie de détruire l'image actuelle qu'on a d'une déchetterie, parce que finalement, je parle de déchets organiques, mais c'est une véritable ressource. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut changer l'image de la déchetterie en plantant des fleurs, en faisant en sorte que ça sente bon, en faisant en sorte qu'il y ait des éléments pédagogiques, que les gens, que les élèves puissent venir voir sur place comment on transforme ce qui est encore considéré comme un déchet en une ressource, en de l'or noir, plutôt que de parler du pétrole l'or noir. Non, la terre en a besoin. Je ne sais pas si tu as l'occasion de te balader. Merci. Dans les champs, mais il y a plein de champs où ce n'est juste que de la terre qui sert comme support, et que s'il n'y a pas de phosphate qui est intégré dans le processus, enfin dans l'agriculture, mais il y a plus rien qui pousse. Or, tous ces déchets organiques, mais comme nos excréments, ce sont des sources de phosphate qui sont indispensables à la vie sur Terre. Et qu'est-ce qu'on fait pour le moment ? Soit on les brûle, soit on les balance dans de l'eau potable quand il s'agit de nos excréments, et qui vont polluer tout le système, toute l'eau, etc. Ce sont des non-sens. Et à quoi est-ce que finalement on est confronté ? Mais les barrières se lèvent. Hein. On est confronté à la réglementation, en fait, c'est interdit de faire comme ça, on a toujours fait comme ça. Mais il faut quand même savoir qu'il y a 150 ans, il y avait une symbiose entre la ville et les campagnes, que tout ce qui sortait de la ville allait dans les campagnes pour refertiliser les champs. On ne prenait pas du phosphate du Maroc pour aller aider à fertiliser nos champs. Effectivement. Ouais. Donc il y a quand même un juste retour des choses. Il faut arrêter dans cette
technicisation de la société, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis aussi ce silotage de la société. Voilà, on parlait du fait que les pensées sont en silo avant qu'on ne commence l'interview, mais je pense aussi qu'on a tout siloté, et donc moi je pense qu'il faut maintenant décloisonner tout. Il faut faire en sorte que, des déchets puissent aller réalimenter les champs des agriculteurs. Voilà, il y a tout un circuit vertueux à faire de ce côté-là. Et alors, ce qui est très marrant, évidemment, par rapport au projet Citizen Fund, et donc non, le Citizen Fund ne finance pas Recyclo parce que j'ai pas envie qu'il y ait un conflit d'intérêts. Voilà. Encore que ce serait pas moi qui déciderais si oui ou non il y aurait matière à investir. C'est vrai qu'avec le fait, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que la première chose, c'est un conflit d'intérêts, et puis après, c'est vrai que, ok, ça pourrait être un conflit d'intérêts. Imaginons pour le fait de passer les premiers barrages, mais après, de toute façon, le projet, il est accepté à l'unanimité, il est accepté par les coopérateurs ou pas. Absolument. Donc, au fait, là aussi, même, c'est hyper vertueux parce que le conflit d'intérêts, finalement, il pourrait marcher au tout début pour tiens, on le fait quand même passer, mais. Tu vois, imaginons que Citizen Fund tombe entre de mauvaises mains. Voilà, c'est ça que je veux. Mais finalement, le résultat à la fin, c'est tout le monde qui vote. Donc, si le projet pue, il pue. Les gens ne le prendront pas. C'est tout. Voilà. Donc, c'est absolument clair. Et alors, ce qui est, je trouve vertueux finalement à faire à la fois à s'occuper du Citizen Fund et de Recyclo, c'est que d'une part, avec l'argent, on est complètement dans l'abstraction. Et puis, avec ce projet de compostage urbain, on est dans le concret de la terre, avec les pieds sûrs et les mains dans la terre, etc. Et donc ça ramène quelque part, ça nous ramène à une humanité, mais en même temps avec des pieds bien sûr bien ancrés au sol et la tête quelque part dans les étoiles, dans le rêve. Quelque part. Ouais, mais c'est top. D'un côté, la finance vertueuse, de l'autre côté, le fait de faire du concret. Non, je trouve ça assez sympa. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je ne sais pas si on en a déjà discuté dans cet épisode-ci ensemble ou si on en a discuté tout à l'heure. Donc, je vais quand même te reposer la question. Qu'est-ce qui t'a poussé vers... on va reparler de Citizen Fund. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça ? C'est plein de constats. C'est venu en fait en partie aussi grâce à Sevan, parce que lui a créé les champignons de Bruxelles. Et puis, à un moment donné, il devait lever des fonds. Et il m'expliquait que finalement, c'est pas simple parce que il y a des actionnaires et c'est vraiment des chouettes actionnaires encore qu'ils ont, mais il disait est-ce qu'on a envie d'être dilué, on a besoin de fonds supplémentaires, mais est-ce qu'on a envie d'être dilué ou pas, et donc ça m'a fait réfléchir et je me suis dit mais est-ce qu'il n'est pas temps de créer une coopérative de coopératives qui viendrait en aide à tous ces entrepreneurs sociaux, mais de manière très early stage, je sais pas comment on dit en français, mais très tôt dans le processus de financement, et ça permettrait en ayant des envies moins gourmandes en termes de rémunération du capital, etc., de fixer une espèce de benchmark, je sais pas comment je peux dire ça, un benchmark en disant nous on a des exigences en matière de rendement qui n'ont rien à voir avec des investisseurs classiques, etc. Et nous avons la capacité d'amener les montants financiers que vous avez besoin pour vous développer à un taux de rémunération qui est vraiment raisonnable. Et donc, ça empêcherait que d'autres acteurs beaucoup plus gourmands viennent après en disant mais nous, en fait, on voudrait que vous multipliez par 2, par 3 ou par 10 votre valeur, et puis après, on sort du projet. Donc, il y avait cette idée de... soyons les premiers financeurs avec des exigences qui sont raisonnables pour faire en sorte que le projet puisse durer et puisse tenir compte de toutes les parties prenantes dans son développement, et soyons un étalon à l'aune duquel on pourra évaluer les montants que recevront les prochains investisseurs dans ces projets-là. Ça, c'était quelque chose qui a fait véritablement un déclic, mais les autres constats, mais on en a parlé, c'était justement ce côté... complexe de la finance. Oui, c'est ça. Et vraiment, comment est-ce qu'on peut rendre ça beaucoup plus simple? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est infiniment plus simple que ce qu'on pense? D'un point de vue un peu plus technique, tu parlais de tickets.
c'est toujours le même ticket que vous mettez? C'est toujours le nom? Ou c'est peut-être confidentiel, je ne sais pas, on peut en parler. Vous mettez quel style de ticket? En fait, on peut parler de tout, c'est ça qui est génial avec le Citizen Fund. Parfait. Alors, il y a deux choses. Il y a quel est le montant, quels sont les montants qu'on investit ou qu'on prête aux porteurs de projet. Si je voulais savoir, est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est du prêt? En fait, c'est les deux. Okay. Et ça peut même être ça pourrait même prendre la forme d'autre chose que du prêt ou de l'investissement. Ça pourrait être quelque chose qui serait à mi-chemin et qui respecterait l'envie d'un porteur de projet finalement d'être peu dilué. Par exemple, maintenant on est en train d'étudier la possibilité d'aligner les intérêts du porteur de projet avec ceux des investisseurs, avec ceux des fonds d'investissement, en disant mais c'est pas du prêt. Vous allez nous rembourser quand vous allez générer du chiffre d'affaires et que vous commencez à dégager des marges nettes intéressantes. Et donc, mais par contre, on va peut-être se rémunérer sur une durée plus longue. Et donc, ça permet quoi? Ça permet que si, au contraire d'un prêt, eh bien, vous n'avez pas l'obligation de rembourser tous les mois, quand bien même vous ne dégagez pas de marge ou que vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires. C'est ce qui arrive quand on contracte un emprunt. C'est un peu un LBO avant d'avoir des gens qui ont... Enfin, voilà, c'est le LBO sans avoir dû donner des actions, en fait. Tu rachètes tes actions avant d'avoir dû les donner, quoi. Enfin, tu les rachètes plus tard. Mais non, parce que ce ne sont même pas des actions, parce que la personne finalement à terme peut, au contraire par exemple d'un prêt convertible, oui, voilà, c'est pas un prêt convertible. L'idée c'est on va aligner à partir du moment où tu génères du chiffre d'affaires et peut-être même des résultats, eh bien alors tu commences à nous rembourser. Okay. Et puis quand tu nous as remboursé ce que tu nous dois, eh bien notre relation s'arrête là. Alors ça va un peu à l'encontre de l'envie qu'on a au Citizen Fund de faire des investissement patient. Donc, nous, on est des investisseurs patients. L'idée, c'est pas de sortir dans 3 ans, dans 5 ans, dans un projet. On a des horizons d'investissement qui sont beaucoup plus longs parce qu'on pense que pour des projets, surtout des projets durables, pour des projets qui tiennent compte de toutes les parties prenantes, eh bien, il y a un degré de maturation qui est plus long que si on a des exigences trimestrielles en termes de rendement financier, etc. Donc, c'est très différent. Et donc, de l'autre côté, du côté des investisseurs, jusqu'à présent, le montant minimum que les investisseurs pouvaient mettre était de 250 €, mais ils peuvent aussi... Enfin, il y en a qui ont mis plus de 50 000 €, par exemple, dans le projet. Même la région a investi maintenant dans le projet, donc c'est quand même une belle reconnaissance pour nous. Mais on a aussi créé maintenant des parts étudiantes. Alors ça, c'est très marrant parce que je pense que ça n'existe dans aucun fonds d'investissement. J'ai jamais entendu en tout cas. Voilà, donc l'idée, c'est que si vous avez moins de 26 ans, eh bien, donc même si vous n'êtes pas étudiant d'ailleurs, vous pouvez investir 50 €. Et ces 50 € vous donnent aussi une voix dans la sélection des projets. Et donc, c'était très marrant parce qu'avec Aurore, qui est la coordinatrice du Citizen Fund, on est allé sur le site de l'ULB à l'ouverture et on disait aux étudiants, écoutez, là, si vous voulez hacker la finance, c'est le moment ou jamais. Vous êtes 100, vous prenez chacun 50 €, vous investissez chacun ou chacune 50 € dans le Citizen Fund et vous en prenez le contrôle. C'est vous qui allez choisir les projets à partir du moment où ils sont vertueux. Vous allez définir votre avenir parce que vous aurez un impact sur le choix des projets dans lesquels on investira. Et ça, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. Et mieux que ça, les Citizen Fund, c'est pas un projet bobo. Au départ, ça y ressemble vraiment très très fort. Mais l'idée, c'est si des étudiants de l'ULB ou, je sais pas moi, des jeunes, des femmes, je sais pas moi, une population spécifique se dit mais j'ai envie de créer mon propre Citizen Fund, eh bien ils peuvent le créer et on leur met à disposition tous les outils. Ça me fait penser vraiment au premier épisode qu'on avait eu avec Luc Van Den Steen, qui s'était battu pour créer un skatepark, et ça lui avait pris du temps, et au fait maintenant ce qu'il fait c'est qu'il met son expertise au service des communes, des villes, etc. Et au fait ce qui lui a pris 10 ans pour la première fois, mais maintenant en moins de 2 ans il peut le faire, et donc il apporte l'expertise, et donc au fait c'est aussi ce que vous pouvez faire, c'est ça vous a mis du temps et vous avez dû vous casser la tête pour créer le premier, mais au fait la réplicabilité elle est infinie quoi.
Alors, elle est infinie et j'ai quand même envie de mettre un petit bémol à ce que tu dis, c'est qu'on est dans un processus de co-création et je pense qu'on va le rester indéfiniment. Je pense qu'il faut arrêter de penser que des structures figées, une fois pour toutes, sont la réponse au monde de demain. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment devenir des caméléons, il faut être flexible, il faut vraiment cogiter. Et donc, c'est par exemple cette histoire de part à 50 €, on s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'aborderait pas des jeunes aussi dans les prises de décision, etc. Mais donc, c'était pas inscrit dans nos statuts dès le départ. Non, ça évolue, c'est évolutif. On évolue. Et donc, l'idée est vraiment celle-là, c'est que on partage avec nos coopérateurs, ou les coopérateurs partagent avec nous plutôt leurs envies, leurs désirs, etc. Et puis, à un moment donné, on les met sur la table et on dit, on en discute. Donc, rien n'est figé, rien n'est fermé. Et je pense que c'est ce qui doit nous permettre, c'est ce qui doit permettre à ces fonds d'investissement citoyens d'aller super loin et de pouvoir se développer pas vite, mais encore qu'on verra, mais en tout cas de manière inéluctable, inexorable. Écoute, il y a plein de choses très prometteuses. Je vais suivre ça avec attention en tout cas. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? On en a parlé un peu avant. C'est une dimension qu'on aborde assez rarement dans le discours ambiant, catastrophiste de tous les côtés, où finalement il y a beaucoup d'injonctions à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Moi, je pense que de dire qu'il y a beaucoup de joie à faire ce qu'on fait, c'est un euphémisme. Et c'est pas simplement parce que ça donne du sens, mais c'est aussi et surtout de manière très égoïste qu'on a la possibilité de rencontrer des gens qui sont la plupart du temps super positifs, qui sont constructifs, qui sont à l'écoute, et ça nous met des shots de dopamine quand on les écoute parler de leur projet. On parlait d'un projet de restaurant qui va se créer maintenant, une chaîne même qui va se créer avec essentiellement des personnes porteuses de handicap. Je sais pas, quand vous entendez ça, moi je reste un peu abasourdi. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant C'est vrai que c'est génial quand tu parles de joie, quand tu vois la joie de vivre de certaines personnes qui sont, on en discutait, c'est parfois très compliqué, très dur, etc. On va pas évacuer ça, évidemment, mais d'autres personnes font tellement preuve de résilience, ou sont tellement dans la joie, alors que nous, parfois, qui sommes valides ou plus valides, on a tendance à tirer la tronche ou à se plaindre tout le temps, que c'est, comme tu dis, c'est pourquoi on n'y a pas pensé. C'est une évidence même. Ça va donner une pêche de dingue. Donc, c'est vrai. Et en fait, j'ai envie de te faire une remarque par rapport même à ce projet-là. Quand j'étais en train de discuter avec ces personnes-là, je me suis dit, mais au fond, dans quelle mesure je ne suis pas moi-même porteur de handicap et probablement un gros handicap mental alors pas simplement parce que j'ai pas pensé à me dire que finalement ces personnes sont des gens totalement comme tout le monde, ou peut-être différents, mais que voilà, on vit avec, etc. Mais je pense qu'on est. Je parlais au départ d'être idiot, mais peut-être que je pourrais me dire, mais finalement on est tous porteurs de handicap, que ce soit de cécité mentale par rapport au monde qui nous entoure, à la beauté du monde qui nous entoure, etc. Et finalement, on est en train d'être embrigadé dans un système où on nous dit, mais voilà, il faut être productif, il faut gagner de l'argent, etc. Mais en fait, c'est juste des discours, ce sont des histoires qu'on se raconte. Ça va au-delà de ça. Là, on a une vie pas pour faire ça, on a une vie pour quelque chose, pour amener quelque chose de positif. Et moi, je pense que le minimum, c'est au moins d'avoir de la joie, d'être heureux. Il faut sortir de ce monde de stress. On est tout à fait d'accord. C'est clair que la joie, c'est une des émotions les plus fortes à ressentir, et que vraisemblablement, beaucoup de personnes n'ont pas la chance de ressentir assez souvent. Et donc, c'est quelque chose de redonner de la joie, d'avoir de la joie, de faire des choses, plus que de se sentir bien. C'est vrai que c'est important aussi. Oui, et c'est à mettre en opposition même avec le plaisir, parce que le plaisir, c'est quelque chose d'assez fugace. La joie, le bonheur, c'est une dimension, c'est beaucoup plus prégnant, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. C'est vrai que je vais faire un peu, pas l'avocat du diable, ni le je sais pas comment on l'appelle, mais le grincheux, mais est-ce que c'est pas quelque chose de très moderne, en fait ?
le fait de parler du bonheur et de la joie. Je me suis jamais penché sur la question, hein, je sais qu'il y a des philosophes qui parlent de ça, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu... Tu le disais toi-même, c'est un peu égoïste. Mais c'est vrai que, moi je suis d'accord avec toi, faire du bien, ça fait du bien. On en a parlé. Et donc, il y a pas mal de gens qui sur le podcast disent « Oui, mais je l'ai d'abord fait pour moi. » Et puis après, ça a apporté des choses aux autres. Et donc, ils disent, ouais, donc finalement, c'était un peu égoïste. Oui, mais non, mais parce que tu te fais du bien, mais tu fais du bien aux autres, et donc c'est fabuleux. Mais cette histoire de bonheur, cette histoire c'est très fin 20e, enfin, après-guerre, et actuellement, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on était déjà à la recherche du bonheur. Est-ce qu'on n'était pas justement embrigadé dans d'autres choses? Enfin, c'est peut-être un débat qui... Là, on va partir pour 3 heures, mais... Je sais pas comment ça se passait avant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pas ça une des raisons fondamentales de notre vie, alors je vois. Mais je vais le formuler différemment. Je pense que on court trop derrière le bonheur pour soi et qu'on se rend pas compte que le bonheur pour soi vient quand on fait le bonheur des autres. Voilà, c'est peut-être un peu plus attention, hein, je ne veux pas non plus faire plus catholique que le pape, c'est pas ça, mais ça fait du bien de faire du bien, et je pense que les personnes cherchent à se faire du bien pour elles seules au départ, et que malheureusement, quand c'est uniquement ça, tu n'y arrives pas. Mais oui, mais on sort de là. Justement, oui. moi je pense qu'on a besoin de l'autre, on a besoin de l'altérité pour se sentir plus heureux. Enfin, clairement, si c'est juste soi-même, c'est aller manger tout seul au restaurant, dans le meilleur restaurant du monde, je pense que ce ne sera pas une superbe expérience. C'est exactement l'image que j'avais en tête maintenant, pendant que tu parlais. C'est dingue. C'est exactement. Je me disais, à quoi bon se retrouver dans un super restaurant, etc., si c'est pour y être tout seul. C'est marrant. C'est une petite connexion, là. C'est interpellant. Ok, bref, voilà. On avance, je sais pas. On a un peu dérapé dans ce podcast. Si tu pouvais recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Donc, recommencer quoi? Mais peut-être même avant les glaces, ou pendant les glaces, ou après les glaces, je ne sais pas. Qu'est-ce que je changerais? Il me semble que c'est une question vaine, parce que finalement, on ne fait pas. Et finalement, je ne sais plus qui a dit ça, mais je pense que c'est une femme. Mais être, ce n'est pas cesser de naître. Et finalement, ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Tant je le fais comme ça, quand j'ai un coup de mou. Tout mon chemin m'a amené là où je suis et m'amène à penser les choses auxquelles je pense, et l'envie de tous les 2 ans, ou tous les ans, ou même tous les mois, de créer une nouvelle boîte qui aurait du sens, qui me remplirait encore plus de joie si c'est possible. Mais je pense que je recommencerai rien du tout autrement que ce que je n'ai fait, mais tout est à faire. Donc dire qu'on renaît chaque fois que l'on crée quelque chose qui nous anime, etc., voilà, je trouve que ça se suffit à soi-même. Revenir en arrière, ça n'a pas tellement de sens pour moi. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que chaque fois qu'on refait quelque chose, et puis plutôt penser et regarder vers le futur plutôt que de penser à l'avenir, mais c'était plus, moi, la question pour me dire, tiens, quand les personnes écoutent ça, s'il y a quelque chose, tu dis, tiens, j'aurais plutôt fait ça, ou j'aurais plutôt fait ça, c'est plus un conseil, tu vois, un peu de mentoring. Mais voilà, si toi, tu estimes, et c'est ton droit le plus strict, que tout ce que tu as fait t'amène là où tu es aujourd'hui, et que du coup, le fait de changer, ce serait pas nécessaire, très bien, voilà, très bien. Parce qu'il y en a qui me disent j'aurais été plus vite, par exemple, tu vois. Il y en a qui me disent j'aurais voulu aller plus vite, j'ai trop tardé. Et parfois je me dis, mais finalement, est-ce que si tu avais été plus vite, tu te serais pas cassé la figure, tu vois? On ne sait pas. Oui, bien sûr, par définition. Et donc, mais je pourrais aussi dire ça. Mais si j'avais su, j'aurais commencé 20 ans plus tôt. Mais c'est vain. C'est probablement qu'il y a 20 ans plus tôt, j'étais pas prêt, ou j'étais occupé à perdre ma vie à faire autre chose. Donc, non. Mais en fait, j'ai pas de conseils à donner. Il y a juste un truc. Et c'est en ça que je dis souvent que je suis un idiot qui rêve, c'est que moi, je donne ma confiance d'emblée. Et en fait, ça a changé, je le fais depuis très très longtemps, mais ça change complètement la perception qu'on peut avoir de la vie en général. Elle n'est pas conditionnée.
je donne, et donc quelque part je me fais taper de temps en temps sur les doigts, j'ai quelquefois des retours d'expérience pas super positifs, mais à l'instar de à l'inverse de ce qu'on dit tout le temps, je continue à finalement à l'accorder et sans faire plus attention que ça, parce qu'en fait ça me dégage beaucoup d'énergie. Ça m'empêche de gaspiller de l'énergie à me poser mille et une questions sur les gens. À un moment donné, il faut se simplifier la vie. Et moi, je me suis dit, mais alors pour me la simplifier, faisons confiance aux gens que je côtoie, que je rencontre, avec lesquels je travaille, etc. Et donc je bénis le ciel d'avoir rencontré des gens comme Thibaut Martens, avec qui j'ai aussi co-créé le Citizen Fund, avec des gens comme Aurore qui coordonnent le Citizen Fund, avec des gens comme André Meyers qui s'occupent de Recyclo, ou Emmanuel Batten, ou d'autres gens. Enfin, avec Fais gaffe, parce que quand tu commences à citer une personne. Non, c'est pas ça. Non. Moi, je trouve ça super que tu puisses mettre tous ces gens à l'honneur. Mais le problème, parce que je l'ai déjà fait aussi, et puis à un moment donné, je dis merde, j'en oublie certainement un, et il sera triste que je ne l'ai pas cité. Ah, pardon. non, je plaisante. Non, mais voilà, donc quelque part, c'est un état d'esprit, et quelquefois, on reçoit des baffes dans la figure, mais c'est pas grave. À un moment donné, je trouve que avoir la possibilité de faire confiance à une seule personne et qu'elle vous le rende, ça vaut en fait tous les déboires qu'on peut avoir par après. Je suis tout à fait aligné. C'est alors c'est une qualité ou un défaut. C'est un défaut que je partage. Je donne aussi ma confiance. On me dit souvent, mais toi, pour toi, les gens sont tous sympas, tous gentils. Tu vois toujours que le positif, etc. Tu donnes ta confiance a priori. Tu dois faire gaffe. C'est une économie d'énergie. J'ai pas envie de m'emmerder à me dire ça pourrait faire ceci, ça pourrait faire cela. Et si je rencontre quelqu'un, c'est que ça doit se faire. Et si on fait un bout de chemin ensemble, que ce soit dans l'amitié ou dans le business, entre guillemets, pour moi, c'est plus une aventure que business, on le fait. Et si ça se passe bien, c'est génial. Si ça se passe moins bien, mais c'est la vie, c'est que ça devait se passer comme ça. Absolument. J'ai pas envie de me fatiguer, quoi. J'ai pas envie de me fatiguer. Mais je suis d'accord avec toi. T'as déjà parlé de pas mal de personnes. T'as déjà cité pas mal de personnes, et justement, qui sont, est-ce que tu en as, je ne sais pas, tes modèles ou les personnes qui t'ont inspiré? Il y a des personnes pour qui, je vais simplifier la question, les personnes pour qui c'est, tiens, moi, Martin Luther King, c'est vraiment un phare, ou Kennedy, et puis il y en a, c'est leurs parents, et puis il y en a, c'est un mentor qu'ils ont rencontré sur leur chemin. C'est une question. Tu mentionnes Martin Luther King ou d'autres, on pourrait dire Mohamed Yunus, on pourrait dire Gandhi, etc. Mais en fin de compte, je pense que ça dessert la cause, en fait, de parler de toutes ces personnes incroyables, parce que le changement ne peut ne pas être le fait de gens qu'on considère comme des héros ou comme des véritables symboles. Ouais, c'est ça, des symboles. Moi, je me fais plutôt l'effet. Si je pense à moi, je me dis, mais en fait, je serais une caricature, je serais un anti-héros. Et donc, dans les personnes qui me touchent, où je me dis, waouh, c'est des personnes qui sont inconnues de tout le monde, ou à peu près. Enfin, je pense à Alice Bréard de Nojavelle, qui est une ASBL qui prépare des colis bio pour des personnes précarisées. Elle a un impact juste incroyable. Elle n'a pas fait, je pense, Alice, tu m'excuseras, mais elle n'a pas fait de grandes études, etc., mais elle résout des problèmes au quotidien avec aucun moyen, et avec une énergie où je me le fais tout simplement, et je me dis, mais comment cette personne est pas plus connue? Comment est-ce que tout le monde ne vient pas à son aide? Voilà. Et ça, c'est ces personnes auxquelles je pense, c'est par exemple un voisin, mais qui paye pas de mine, mais qui, si on commence à gratter, à apprendre à le connaître, c'est juste une personne extraordinaire. Et donc j'ai pas envie d'avoir de mentionner des personnes symboles. Par exemple, Sevan, pour moi, c'est quelqu'un qui a il a un sourire dans le visage, il a une manière de penser que je trouve magnifique, etc. Et je me dis, il est beaucoup plus jeune que moi, mais je me suis dit, mais ça, c'est quand même une personne incroyable que j'ai envie d'aider, suivre. Et en fait, je pourrais en nommer
plein comme ça qu'on croise. Je pourrais nommer des gens, enfin des personnes qu'on finance aussi au travers du Citizen Fund, mais pas que. On est amené à croiser plein de belles personnes et qui chacune apportent leur côté positif ou où je me dis, mais là, je suis en train d'apprendre véritablement quelque chose. Enfin, rien que cette discussion avec toi et tout ce qu'on a échangé auparavant, je me dis, moi, j'ai déjà pas perdu ma journée ni mon année. C'est fait et voilà, une chouette personne, quoi. Ça va, parfait. Ben, je suis d'accord avec toi. Je ne sais plus qui avait répondu aussi. Ben, c'est au gré des rencontres. Je m'inspire à chaque fois. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre ou justement à éviter de faire. Et je m'inspire de chaque personne que je rencontre. Donc c'est un peu la même mouvance. Top. Est-ce que tu aurais... Enfin, si tu devais nous recommander à nos auditeurs, à moi-même, un bouquin qui t'a inspiré... ou une émission, ou qu'est-ce que ce serait? Alors j'imagine qu'on n'a pas qu'un, mais je vais te demander d'être sélectif. Alors ça peut être un roman aussi. Hein, oui, mais j'entends bien. J'ai envie de faire une pirouette. Je trouve qu'on lit de moins en moins. Et la chose que j'ai envie de dire, c'est mais lisons. Il faut lire beaucoup, vraiment beaucoup. Il faut prendre ce temps de lecture, donc plutôt que de regarder un écran, etc. C'est reprendre un bouquin quel qu'il soit et commencer à le lire et pas juste des. Je pourrais dire tiens voilà moi des bouquins qui m'ont interpellé. C'est 1984 Orwell, c'est Aldous Huxley, Meilleur des mondes, c'est Fahrenheit 451, mais c'est des romans dystopiques, mais à côté de ça, je sais pas moi, des Vargas Llosa, des Gabriel Marquez, enfin des romans classiques aussi, mais un bouquin qui m'interpelle plus qu'un autre, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des bouquins qu'il faut absolument lire. Et que ce soit des romans ou des bouquins qui... je sais pas, là, je suis en train de lire L'origine des espèces de Darwin, par exemple, où il y a un bouquin que j'ai lu, que j'ai fini il y a quelques jours, qui s'appelle Le bug humain, et qui explique comment fonctionne le cerveau humain. Alors, je sais pas jusqu'à quel point tout ce qui est mis dedans est super scientifique, etc. Mais c'est assez passionnant de comprendre, de faire tous les liens entre notre manière de fonctionner dans la société, de la manière dont la finance fonctionne, de la manière dont... Enfin, tout fonctionne, c'est assez intéressant, mais ça peut être de la philosophie, mais ça peut être aussi des BD, enfin n'importe quoi qui amène notre cerveau à pouvoir construire des mondes différents, à imaginer des choses, et que c'est pas du servi tout cuit ou des réseaux sociaux traditionnels où on n'apprend finalement pas grand-chose. Poser une question, c'est pas vache, mais est-ce que tu penses pas que c'est plutôt pas l'intention qu'on met dedans, mais ce qu'on en fait qui est important? C'est parce que je connais plein de personnes. Moi, j'adore lire. Je suis un emmerdeur parce que j'ai toujours j'ai un bouquin à chaque étage et il faut me tirer de mon bouquin pour que je fasse quelque chose. Donc, mais je connais beaucoup de personnes qui partagent la même passion que moi. Et certaines personnes, je me rends compte qu'elles lisent, mais elles lisent juste. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que elles n'en font rien du tout. Ça ne les fait même pas réfléchir ou quoi. C'est juste, elles ont lu un livre, c'était sympa, l'histoire était sympa, et puis boum, on met sur le côté. Et il y a des personnes qui font les réseaux sociaux de la même manière, mais est-ce que finalement, c'est pas le fait de faire quelque chose de ce qu'on a lu qui est important, comme les réseaux sociaux? On peut très bien aller sur les réseaux sociaux et en tirer... tu vois, si tu es juste sur les réseaux sociaux et que tu fais défiler ton écran et que tu t'interroges pas, ben oui, effectivement, c'est une perte de temps. Mais est-ce que c'est pas plutôt la réflexion que l'acte nourrit qui est importante? Je sais pas s'il faut tout instrumentaliser. Moi, je pense que si tu lis un roman, mais quel qu'il soit, c'est pas nécessairement pour en retirer quelque chose enfin, en tout cas, pas directement. Il n'y a pas besoin de lire un bouquin en se disant ça va me permettre de résoudre tel problème ou de répondre à tel questionnement, etc. Ça peut être simplement... Non, mais par après. Tu vois, tu lis, pour le moment, bêtement, je lis un roman
le dernier roman de Granger, voilà, pourquoi pas, j'aime encore bien cet auteur, mais je relis aussi toute l'histoire de France, par exemple, tu vois. Mais je lis pas l'histoire de France pour me dire, tiens, je vais être un expert en histoire de France, parce que j'ai retrouvé ce bouquin et je me dis, tiens, ben, c'est vrai que ça m'intéresse, mais je suis persuadé que les deux, par après, ça va me générer des choses. Tu vois ce que il y aura une réflexion, etc., qui va me permettre d'aller chercher quelque chose de plus profond, etc. Mais je le fais pas pour. Non, je le fais parce que j'adore. Mais voilà, c'est pas instrumentalisé. Mais évidemment, plus on lit, plus on lit même aussi des choses contradictoires, ben, ça nourrit la réflexion. Surtout. Tout s'installe dans le cerveau. Ouais. Et moi, je crois fermement en quelque chose, c'est que nous choisissons rarement les bouquins. Ce sont les bouquins qui nous choisissent. On peut se balader, enfin moi je peux me balader, enfin c'est un peu au désespoir de ma femme, mais pour m'enlever de mes bouquins, mais je peux me balader dans une librairie, passer devant plein de titres, etc., et en lire certains, etc., et à un moment donné, je vais poser la main sur un bouquin, et en fait c'est celui-là. Je suis incapable de sortir d'une librairie sans avoir pris 3, 4, 5 bouquins, et en fait de me dire, mais en fait, c'est pas moi qui les ai choisis, ils viennent à moi. Et pourquoi? Je pense qu'ils viennent à moi simplement parce que, au travers de toute notre expérience, de tout ce qu'on a lu auparavant, eh bien, il y a juste un mot qui fait tilter quelque part dans le cortex neuronal, quoi. Et qui dit: attends, ça va m'aider à construire, mais c'est de manière très inconsciente. Moi, je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser, parce qu'à partir du moment où on instrumentalise les choses, si on vous dit à votre enfant, mais lis parce que ça va t'apporter ça, machin, etc., mais en fait, il perd toute la joie de lire. Il va faire peut-être même exactement le contraire. Souvent même. Ouais, et donc se dire que voilà, mettons un peu les écrans de côté, notre téléphone, et lisons juste pour la pure joie de lire. En fait, c'est suffisant. Après, tout va se mettre en place, tout se met en place. Très intéressant. J'aime bien cette façon de voir les choses, parce que je suis convaincu que c'est pareil, au fait, qu'à un moment donné, c'est vrai que ça fait écho et tu prends, parce que c'est tout ce que tu as fait par le passé qui te guide, et c'est très inconscient, effectivement. Je pense qu'il y a pas mal de recherches qui arrivent, enfin, de résultats de recherches qui arrivent et qui vont nous montrer que ce réseau neuronal est assez bien plus exceptionnel que ce qu'on peut le penser. Une citation qui t'inspire, ou un mantra que tu as souvent, ou Ouh là là. Pardon. J'aime bien. J'aime beaucoup l'humour j'aime beaucoup l'humour de Winston Churchill, où il disait, je sais plus comment il le disait, mais le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais avec enthousiasme. Et je trouve que ça me va assez bien. De dire ça, et puisque ça permet aussi de pas vraiment se prendre au sérieux. C'est que finalement tout ça, allez, c'est une histoire, quoi. Ouais, j'aime assez bien, et j'aime bien. Enfin bon, moi j'aime pas mal aussi quelques bons mots d'Einstein, et qui disait quelque chose de très vrai. On peut pas, comment il dit ça encore, on peut pas résoudre les problèmes du présent avec le même mode de pensée qui les a créés. Je trouve ça super vrai. Ou s'attendre à d'autres résultats en faisant exactement la même chose, alors on est complètement. S'attendre à d'autres résultats. Oui, voilà. J'aime bien ce genre de pensée-là, et je pense que tu parlais de bouquins à lire. Oui, par exemple, Aurélien Barraud, enfin, le cosmologiste, ou des gens comme Arthur Keller. Ça, c'est des bouquins qu'il faut. Ou Dimitri Orlov. Bon, je ne sais pas s'ils sont tous connus, mais ça vaut la peine. J'irai mettre tous les liens dans l'article. Parce que je ferai un petit article sur le site. Ça vaut la peine de lire ces gens. Alors, de nouveau, il y a un côté à la fois joyeux, dystopique, mais si vous lisez pas ça, et on peut ne pas être d'accord, hein, mais en fait, je sais pas comment on peut ne pas être d'accord, mais il faut lire. Oui, il faut lire ces gens-là. Ouais. Ok, parfait. Bon conseil. On est arrivé à la fin. Je vais te remercier, Alain. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. C'était en tout cas une très chouette rencontre en ce qui me concerne. Et j'espère que nos auditeurs auront beaucoup de plaisir à écouter cet échange. Je t'ai remis le polo, hein,
Je sais pas, à toi de décider. Tu nous envoies une photo avec ou pas, on verra. Et finalement, je suis très content du logo qu'on a choisi parce que c'était un espèce de casque athénien. Et quand je vois Citizen Fund et la démocratie qu'il y a derrière et la sagesse et le côté persévérant et tout, de se réapproprier les choses, mais je me dis que le logo qu'on a, nous, respecte avec ce casque athénien, eh bien, il colle bien à votre projet aussi. On va le faire porter à tous nos coopérateurs et à tous les projets dans lesquels on investit. Et c'est moi qui te remercie. Et je me dis que ce serait vachement intéressant qu'un jour, on puisse inverser les rôles ou que tu puisses inverser les rôles et que toi-même sois la personne qu'on interviewe, parce que je pense que tu as aussi pas mal de choses à raconter. C'est très gentil, mais je crois que celui qui va le faire devra vraiment bien canaliser les choses parce que j'ai tendance à bien déborder. Donc 1 heure, ça ne sera pas suffisant. Il faudra vraiment canaliser parce que je peux partir bien loin. Mais écoute, pourquoi pas. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Merci. Mais je vous dis au revoir. Et au revoir Alain. Au revoir Xavier. Et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À plus tard, au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.